on va étudier, pour terminer cette morphologie, d'une part, une anatomie de coupe avec les corrélations IRM, et d'autre part, la vascularisation cérébrale. Cette anatomie de coupe, elle est très importante pour vous, parce que d'abord, elle va vous permettre, je l'espère, du moins, de mieux comprendre l'architecture cérébrale, et donc c'est quand même important, et surtout, ce que je vais vous faire aujourd'hui est à la base de la compréhension de l'imagerie médicale, et notamment de l'IRM, et c'est pour ça que toutes les coupes anatomiques que je vous montrerai sont toujours doublées de la coupe IRM correspondante, pour que vous ayez l'habitude de lire ces coupes IRM. Alors là, bon, rapidement, vous voyez, on a fait des vraies coupes cérébrales à partir d'un crâne congelé pour avoir l'os, pour avoir les méninges, le cerveau. Et puis on a fait une acquisition 3D, IRM, et vous verrez toutes les images IRM correspondantes qui sont des coupes coronales pondérées en T1, c'est-à-dire que le liquide, vous vous rappelez, le liquide céphalorachidien apparaît en hyposignal, de même que la substance grise par rapport à la substance blanche. Alors tout d'abord, si on commence par couper très en avant. Voici ici le plan de coupe qui vous indique coupe très antérieure et qui va peut-être, alors là c'est approximatif, passer probablement quelque part par là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va couper? Lorsque vous coupez un hémisphère, la question à se poser quand on est en avant, c'est de se dire, par rapport à cette structure qui est le corps calleux, alors je rappelle, le rostrum du corps calleux, le genou du corps calleux et le corps ou troncus, le tronc, le corps du corps calleux, eh bien, est-ce qu'on est en avant ou on est dessus sur le corps calleux? Bon, ici, c'est une coupe qui est assez antérieure, qui va passer comme ça. Alors donc, effectivement, c'est normal que cette coupe, si elle passe comme ça, n'intéresse pas le corps calleux, comme on le voit ici. Voilà. Vous voyez, j'ai un décalage, voilà. Vous voyez ici vos deux hémisphères, donc c'est vos lobes frontaux. Voilà. Alors, sur cette coupe, qu'est-ce qu'on va reconnaître? Alors, tout l'os, avec les orbites, bien sûr, avec les fosses nasales, là, je ne vais pas insister. Surtout, vous allez voir, en dedans de l'os, vous allez voir une lame blanche qui tapisse complètement l'os et qui est vraiment adhérente à l'os. Et vous vous rappelez ici d'une enveloppe ménagée, c'est la dure mère, et que cette dure mère va fournir ici un ensemble des expansions. L'expansion qui est au centre, ici, c'est évidemment la faux du cerveau, cloison de dure mère sagittale et médiane, qui sépare les deux hémisphères d'avant en arrière, rostrocaudal. Vous vous rappelez d'ailleurs que tout en haut, eh bien, cette cloison allait se dédoubler pour former un canal veineux, c'est-à-dire un sinus veineux, et il s'agit ici du sinus sagittal supérieur que vous retrouvez ici, et vous savez tous que ce sont des veines corticales qui vont plonger dedans, qui vont se drainer dans ce sinus veineux pour l'alimenter, les sinus veineux donc drainant l'ensemble des veines corticales, et eux-mêmes sont drainés, je le rappelle, par la veine jugulaire interne, in fine. Bon. Alors, ensuite, si on poursuit, vous voyez très bien la différence entre la substance grise et la substance blanche. Et là, c'est assez difficile de montrer à la face interne quelles sont les circonvolutions. Effectivement, si on coupe ici, eh bien, c'est toutes les circonvolutions accessoires, les petits sillons accessoires. Mais c'est quoi tout ça? C'est effectivement du cortex frontal interne. C'est du frontal interne, puisque vous rappelez, on a vu hier le sillon singulaire, voilà, qui sépare le gyrus singulaire et le lobe frontal, la face interne du lobe frontal. Donc tout ça, la coupe nous montre la face interne du lobe frontal. Après, là-haut, c'est facile, il y a F1, F2
et F3. F3, ça on peut le dire, ça c'est facile, F1, F2, F3. Voilà. Alors bien sûr, il y a des variantes, hein, mais ici on voit toujours F1, F2, F2 qui est subdivisé en deux, il y a un sillon frontal intermédiaire. C'est pour ça qu'il est séparé en deux. Et puis F3. Alors F3, toutes les circonvolutions en 3, on l'a vu hier, ce sont les circonvolutions frontières, les 3. F3, c'est frontière entre face externe, face inférieure. On avait vu aussi, par exemple, T3, entre face externe aussi de T, hein, de temporal, et de la face inférieure du lobe temporal, T3. Voilà. Alors, en bas, on voit le cortex orbitofrontal, et notamment, vous voyez le sillon olfactif, vous le voyez très bien ici, avec cette forme caractéristique là, qui remonte un petit peu en dehors, hein, et donc le gyrus qui est en dedans, ce gyrus qui est en dedans, ici en rouge, c'est bien sûr le gyrus rectus, voilà, qui est en dedans du sillon olfactif. Hein, et je rappelle que le sillon est dit olfactif, puisqu'il y a le nerf olfactif qui chemine dedans. D'ailleurs, il est possible qu'on le devine un peu, le nerf olfactif. Hein. Bon, c'est pas évident. Je sais pas, peut-être un petit peu ici. C'est pas tout à fait évident. Mais vous voyez qu'on est au-dessus des fosses nasales. Or, le toit des fosses nasales, il est formé par la lame criblée de l'ethmoïde. Hein, et les petits filets du nerf olfactif traversent la lame criblée de l'ethmoïde. Donc le nerf est au-dessus. Évidemment, il repose au-dessus. Voilà pour cette première coupe, c'est facile. Il n'y a pas de lobe temporal. On est trop en avant. Regardez, il est là le lobe temporal. Donc pas de lobe temporal. On a coupé comme ça. Donc le lobe temporal qui est ici n'a pas été encore sectionné. Il n'y a pas de ventricule. Il n'y a pas de noyau gris. On est vraiment dans le pôle frontal. Cette région de cortex associatif qui est intéressée dans les syndromes frontaux. Hein, que j'ai évoqué hier. Donc on va maintenant reculer un petit peu, et peut-être avant de reculer, puisqu'il y a une vue inférieure, je vous rappelle que dans cette vue, on avait bien placé le nerf olfactif, qui est ici, on avait bien placé aussi le nerf optique, deuxième paire des nerfs crâniens, première paire pour le nerf olfactif, et puis on avait même placé la glande hypophyse, que vous voyez ici, la petite glande hypophyse, en dessous du chiasma. Et le rapport du chiasma au-dessus de la glande hypophyse est très important, parce qu'en cas d'adénome de l'hypophyse, le chiasma étant juste au-dessus, eh bien, l'adénome va comprimer le chiasma et entraîner des syndromes chiasmatiques. Donc ce rapport supracellaire au-dessus de la selle du chiasma optique est fondamental. Il a des conséquences dans les adénomes hypophysaires à extension supérieure. On va donc maintenant poursuivre. D'ailleurs, attendez avant, je peux vous montrer les deux petites boules qui sont là, on en a parlé hier. C'est bien sûr les corps mammillaires. On regarde le cerveau par en dessous, c'est donc le plancher du troisième ventricule qui est là, au plein milieu et en dessous. Dans le plancher du troisième ventricule, vous vous rappelez, il y avait les corps mammillaires, qui sont les relais du circuit de Papez, qui recevaient les informations de l'hippocampe, passant par le fornix, et qui arrivait donc au corps mammillaire. Donc là, vous voyez, on a la synthèse un peu de tout ce qu'on a fait, évidemment. Reculons un peu, et cette fois-ci, la coupe va passer sur le corps calleux, et d'une manière un peu plus précise, regardons ici, le corps calleux a été sectionné. Qu'est-ce qu'il y a sous le corps calleux? Il y a tout simplement ici cette région, je vais la faire d'une autre couleur, cette région qui est sous le corps calleux, entre le corps calleux et le fornix en bas, c'est quoi? On est en coupe sagittale en plein milieu, c'est le septum pellucidum que j'ai fait en vert. On est sagittal pur, c'est bien le septum pellucidum que j'ai fait en vert. Et du coup, je vous fais en jaune, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être changer de couleur. Voilà, je prends une couleur comme ça, en turquoise. Ici, en dessous du septum pellucidum, vous voyez le corps du fornix, ici, le corps du fornix, qu'on voit très bien à ce niveau-là, parce que là, il est sagittal, et donc on le voit. Mais la coupe ne passe pas par le fornix, elle passe en avant. On le voit, le plan de la coupe. Et d'ailleurs, méfiez-vous, parce que notre problème, ça va être de savoir, quand on recule, est-ce que la coupe va passer entre les deux hémisphères, comme ici,
Ou est-ce que la coupe va passer éventuellement dans le troisième ventricule, comme ici par exemple? Alors là, évidemment, ici on est dans le troisième ventricule. Vous voyez, elle passe par le corps mammillaire qui est là. Hein. Donc là, elle passerait par le troisième ventricule. C'est pas le cas, on est juste en avant. On est juste en avant. Donc méfiez-vous. Ça veut dire que quand on va analyser l'espace qui est ici, il ne faudra pas l'interpréter comme le troisième ventricule, mais comme la scissure interhémisphérique, comme le montre très bien le plan de la coupe ici agrandi, en sagittal. Alors analysons de manière globale. Première chose, eh bien la durmère, comme d'habitude, vous la voyez bien, partout, avec la faux du cerveau et le sinus sagittal supérieur, la faux du cerveau et donc la durmère d'une manière générale. Ensuite, vous redescendez, et vous dites, tiens, la durmère, ici, elle tapisse complètement la selle turcique, puisque là, vous voyez, c'est le sinus sphénoïdal, l'espèce de creux que vous avez là, dans l'os sphénoïde. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'un sphénoïde? Il y a la selle turcique, que vous voyez très bien ici, et cette selle turcique que vous voyez ici, elle contient la glande hypophyse. Glande hypophyse. Donc, je vais peut-être, parce que c'est pas très joli, là, on voit mal, la glande hypophyse, je vais faire une petite flèche, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est la glande hypophyse. Et juste au-dessus, donc, c'est fermé par la durmère, une petite tente de l'hypophyse, c'est de la durmère qui ferme cette loge hypophysaire. Et on voit la tige pituitaire qui remonte, comme ça, là, elle monte. Hein, et elle va aller au plancher du troisième ventricule qui va être plus en arrière. Donc là, on perd un peu les choses puisque c'est une coupe mince et on ne voit pas tout. Par contre, au-dessus de la selle turcique, comme je l'ai dit précédemment, vous avez ce rapport qui cliniquement est très intéressant. C'est en blanc, ici, c'est le chiasma optique qui est sectionné au-dessus de la selle turcique, rapport donc avec la glande hypophyse. Et puis, ensuite, quand vous regardez latéralement, alors je vais peut-être effacer un peu mes annotations, si je pense que vous avez eu le temps de les noter, et si je regarde donc la région de la selle turcique et du sphénoïde, je m'aperçois que la durmère, parce que la durmère elle est en blanc là, elle est en train de passer comme ça, et tout d'un coup, la durmère, elle se dédouble, voilà, là elle s'est dédoublée, et à l'intérieur de ce dédoublement de durmère qui est de chaque côté de la selle turcique, qu'est-ce que je vois dedans? Je vois une belle artère à l'intérieur. C'est ce dédoublement, ce canal durmérien, c'est le sinus caverneux. Le sinus caverneux de chaque côté de la selle turcique. Vous savez, celui qui commence à la fissure orbitaire, là au fond de l'orbite, la fissure orbitaire supérieure. Celui qui se termine en arrière dans les sinus pétreux. Supérieur et inférieur, on l'a fait la dernière fois, eh bien, il draine le sang de l'œil, puisque ce sont les veines ophtalmiques, hein, on l'a vu tout ça, qui lui apportent du sang, de même que le sinus sphénoparietal de Bréchet, le sphénoparietal qu'on avait fait ensemble aussi. Bon, eh bien, là, c'est très intéressant, puisqu'on voit dans la coupe l'artère carotide interne qui chemine à l'intérieur du sang veineux, chose tout à fait extraordinaire et incroyable, où une artère baigne dans du sang veineux. C'est à l'origine de fistules carotido-caverneuses, hein, où le sang artériel sous pression peut jaillir, en cas d'une petite rupture, hein, de la paroi bien sûr, va jaillir dans le sinus caverneux, en augmentant la pression du sinus caverneux, qui est une pression de sang veineux normalement, et donc gênant le retour du drainage veineux de l'œil, de l'orbite, et entraînant une exophthalmie pulsatile, caractéristique de la fistule carotido-caverneuse. Eh bien, si je continue à analyser tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Des éléments nouveaux. Tout d'abord, des cavités. Deux cavités. Ces deux cavités, c'est bien sûr la coupe des ventricules latéraux, la partie très antérieure, on est en avant, dans les lobes frontaux, ce sont les cornes frontales des ventricules latéraux. Cornes frontales des ventricules latéraux qu'on voit ici. Vous vous rappelez, on a fait avant-hier, on a vu le rapport des cornes frontales, on va les revoir tout de suite.
le rapport supérieur en haut, c'est le corps calleux. En dedans, le septum pellucidum. Et en dehors, vous vous rappelez, c'était ce gros noyau gris très bien individualisé, qui est tout simplement le noyau caudé. Et là, particulièrement, c'est la tête du noyau caudé. Tête du noyau caudé qui est très volumineuse. Pour mieux comprendre ce noyau gris, je rappelle qu'un noyau, c'est une collection de neurones, c'est un amas de corps cellulaires, un noyau gris. C'est donc un endroit où il y aura plein de relais, plein de synapses. Hein. Ce sont des relais dans des voies, dans des systèmes. Eh bien, pour bien comprendre ce noyau, je vous en ai fait ici, avec Hélène Fournier, la graphiste, une reconstruction 3D, donc très importante, vue latérale, qui va vous permettre de comprendre, d'une part en bleu, les ventricules. Donc ici, ventricule latéral, corne frontale, corne occipitale, corne temporale, corps ventriculaire, etc., etc. Enfin, c'est le ventricule, quoi. C'est le ventricule latéral. Mais vous voyez que longeant en orange, longeant le ventricule en orange, ici, vous avez un noyau qui l'accompagne en permanence, qui a une forme en fer à cheval, c'est donc le noyau caudé. Ce noyau caudé, il est bien volumineux en avant, c'est la tête, puis vous voyez que ce noyau caudé va se rétrécir de plus en plus, et ça va être le corps, et après c'est la queue du noyau caudé dans le lobe temporal. Je vais effacer mes affreux gribouillis, parce que là, je gêne tout, voilà. Donc, on va repérer la tête, vous allez voir le corps, et enfin la queue du noyau caudé. La queue du noyau caudé. D'accord ? Donc, au total, le noyau caudé est un noyau gris, qui a une forme en fer à cheval, et qui accompagne toujours le ventricule latéral. Il en a la même forme, caudé. Alors le voici, pas de problème. Donc dès que vous couperez le ventricule, vous le trouverez, c'est assez facile. En dehors, on va trouver un autre noyau gris, qui est le putamen. Donc on en avait parlé aussi, du putamen, et en fait ce putamen, ici, pour l'instant il est tout seul. Hein, il n'y a pas de globus pallidus. Pourquoi? Alors, vous vous rappelez, hein, on avait étudié ensemble, le noyau lenticulaire, c'est putamen plus globus pallidus. On avait vu, je crois, non? Non, je ne sais plus. Bon, je vais refaire bien. Je vais refaire bien. Alors, le putamen est un noyau gris, situé en dehors du noyau caudé, et pour mieux comprendre ce noyau, faisons une coupe axiale. Attention, elle ressemble beaucoup à la coupe coronale, mais elle est axiale, c'est-à-dire horizontale. Dans une coupe axiale comme ça, on va avoir l'avant qui est en haut du dessin et l'arrière qui va être en bas du dessin. Peut-être que dans cette coupe, vous en avez des coupes axiales. Hein, Peut-être que vous aurez reconnu la glande épiphyse, la pinéale. La pinéale. Voilà, pinéale, avec un E. Et puis, dans cette coupe, on va placer un noyau gris de chaque côté du troisième ventricule. On l'a déjà étudié ensemble. On avait vu que le troisième ventricule qui est au milieu, il est bordé par le thalamus gauche, et droit, et le thalamus gauche. Parce que là, c'est une coupe axiale, de gauche-droite, hein, comme en IRM. Hein, c'est inversé. Donc ça, on l'avait vu ensemble quand on a étudié le troisième ventricule. Et puis, encore plus en dehors, je me rappelle, je vous l'avais signalé, je dis attention, il y a un autre noyau qui est triangulaire, voilà, plus en dehors, et séparé en deux grandes parties. La partie externe qui est le putamen, PU, putamen, en marron. Et lorsque votre œil, il est en dehors, comme ça, et vous regardez là, en dehors, c'est l'image que vous avez à côté, ici, en 3D. Et là, vous voyez le putamen par sa base, sa face externe du putamen.
Ça, c'est le putamène. Alors, si on réfléchit, on se dit, tiens, c'est marrant, quand je regarde le putamène en IRM, même signal que le noyau codé. Quand je regarde le putamène en anatomie, même couleur que le noyau codé. C'est normal, putamène et noyau codé ont la même origine embryologique. Putamène, donc, putamène plus noyau codé, c'est la même origine et on appelle ça le néostriatum. Simplement, au moment où cet amas de neurones qui était contre le ventricule, contre la cavité épandymère, au moment où ça se développe, il y a des grands faisceaux de substances blanches qui vont former les capsules, donc la capsule interne entre autres, qui vont commencer à se former, et la capsule interne sépare le putamène du noyau codé, alors qu'à l'origine c'était la même masse. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, la capsule interne ici, elle est venue s'infiltrer dans cette masse néostriatum et séparer le putamène qui est rejeté en dehors, d'où les ponts d'union que vous remarquez très bien en anatomie et qui sont visibles aussi en IRM et qui vous disent exactement, ben voilà, c'est la même chose. On voit encore des ponts, des petites traînées de cellules qui nous disent, bah, c'était la même masse cellulaire. Néostriatum égale noyau codé plus putamène. Voilà. Mais, comme vous le remarquez, ce putamène est intégré dans un noyau beaucoup plus grand. C'est le noyau lenticulaire, l'ensemble. Marron plus vert. Eh bien, la partie interne, verte, ici, c'est le globus pallidus. On l'a fait en étudiant le troisième ventricule, je l'avais évoqué. Donc, le voici, le globus pallidus, en coupe horizontale, coupe axiale. Vert, globus pallidus. GP. D'accord ? Voilà. Alors, si vous faites une coupe coronale, vous allez voir que le noyau lenticulaire est triangulaire à la coupe. C'est-à-dire que, moi, là, ici, vous avez tout le volume du cerveau, eh bien, vous aurez le noyau lenticulaire qui aura cette forme triangulaire, comme ça. Bon. Mais maintenant, si vous faites une coupe horizontale, eh bien, vous allez voir aussi qu'il a une forme triangulaire horizontalement. La même chose. D'accord ? Ceci signifie que le noyau lenticulaire est une pyramide triangulaire. Tout simplement. Et simplement, la pyramide triangulaire, bon, bah, cette pyramide, elle a basculé. D'accord ? Tout simplement, elle a basculé. Et la face externe, c'est le putamène. C'est la base de la pyramide, tout simplement, mais elle est externe. Au lieu d'être en bas, elle est en dehors. Voilà. Ça va, vous voyez à peu près les choses. Une pyramide qui est tombée sur le côté, c'est le noyau lenticulaire. La partie externe de la pyramide, c'est le putamène. Et le sommet de la pyramide, c'est le globus pallidus, c'est le pallidum, c'est pareil, globus pallidus. Voilà. Bon. Alors, quelles sont les conséquences sur le plan anatomique de tout ça ? C'est que lorsque on fait des coupes très antérieures, comme ici, on ne coupe que la base de la pyramide qui déborde en avant. Et donc, c'est pour ça qu'ici, vous ne voyez que du putamène et pas du globus pallidus. Lorsque vous faites une coupe très postérieure, c'est la même chose. Vous n'allez couper que du putamène et pas de globus pallidus. Et plus vous serez dans l'axe de la pyramide, et plus vous aurez tout, le putamène et le globus pallidus. Et en fait, si de la même façon, vous faites des coupes hautes, horizontales hautes, vous aurez aussi que du putamène en haut. Vous voyez, c'est normal. La base déborde le sommet, évidemment. Donc, on a du putamène dans les coupes extrêmes. Voilà. Et le putamène seul. Ça vous explique tout. Alors ensuite, dans ces coupes-là, on voit de la substance blanche. Alors, la substance blanche, c'est toute la substance qui rayonne comme ça, voilà, et qui va ou qui vient du cortex, ou qui va au cortex, c'est dans les deux sens. Et cette substance qui rayonne, on appelle ça la couronne rayonnante. Corona radiata, couronne rayonnante, c'est toute la substance blanche qui est centrale, comme ça, couronne rayonnante, avec les fibres qui montent, qui descendent,
et comme des fleurs mises dans un vase qui vont du coup rayonner de dedans en dehors et vice-versa. Voilà. Couronne rayonnante. On le verra très bien en coupe axiale. Quand on fait des coupes hautes, on coupe dans la couronne rayonnante, évidemment. Ensuite, la substance blanche va se diviser en faisceaux qui passent entre les noyaux. Alors ces grands faisceaux, on les appelle les capsules. Il y a 3 capsules. La capsule interne, externe et extrême. Si vous voulez, pour mieux visualiser tout ça, je vais grossir toute la région. On va faire sur une coupe coronale, on va faire ici, voilà, le corps calleux, le septum, le fornix, ici le noyau caudé et le thalamus. Le thalamus, et en dehors, on va faire, bon c'est très schématique, c'est pas grave, le noyau lenticulaire. Le noyau lenticulaire avec le putamen, le globus pallidus externe et le globus pallidus interne. Excusez-moi. Ensuite, en dehors, vous avez ici un autre petit noyau qu'on appelle le claustrum. Le claustrum, c'est un autre noyau qu'on appelait avant l'avant-mur. Et puis encore plus en dehors, il y avait ici le cortex de l'insula. Ça, c'est l'insula, c'est du cortex insulaire qu'on voit à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est le cortex de l'insula. Donc je fais un petit peu en couleur. Et voilà. Donc, bon, si vous voulez, on va quand même faire le thalamus de l'autre côté un petit peu. Le plancher du 3e ventricule, la strie médulaire, l'épithélium épandymère qui tapisse le 3e ventricule, le toit du 3e ventricule, la paroi latérale, V3, thalamus. Et voilà. Bon, l'autre côté, on va le finir. C'est bon. Donc, si on regarde la substance blanche, bon ça c'est le noyau caudé par contre, noyau caudé, si on regarde la substance blanche, je vais changer de couleur, et ici on s'aperçoit qu'on a un grand faisceau de substance blanche qui traverse cette région, bon ça monte et ça descend, ça c'est la capsule interne. La capsule interne, c'est le faisceau de substance blanche qui est compris entre, en dedans le thalamus noyau caudé, le bloc thalamo-caudé, thalamus noyau caudé, ça c'est en dedans, et en dehors, le noyau lenticulaire, comme le dessin vous le montre en coupe coronale. Le bloc thalamo-caudé en dedans, le noyau lenticulaire en dehors. Cette capsule interne, on en aura besoin, car les grandes voies, et notamment la voie de la motricité, la voie pyramidale, descend dans la capsule. Ce qui signifie que les ischémies dans le territoire de la capsule entraînent une hémiplégie complète. Donc on va voir ça, bien sûr, tout à l'heure même. Ensuite, on va changer de couleur. Vous allez en dehors du noyau lenticulaire. Vous avez alors ici une autre région qu'on appelle la capsule externe. Capsule, alors je vais marquer, externe. Alors que tout à l'heure, on avait la capsule interne. Alors cette capsule externe, comme vous le voyez, elle traverse l'espace, la région comprise entre le putamen, enfin le noyau lenticulaire évidemment, le putamen et en dehors le claustrum, entre les deux. Entre donc le noyau lenticulaire, si vous voulez, le claustrum. D'accord? En vert ici, c'est toutes ces fibres qui montent et qui descendent, donc au travers donc de cette région, capsule externe, entre le putamen et le claustrum. Enfin, troisième région importante, ce sont les fibres qui montent et qui descendent entre, ici, le claustrum et l'insula. C'est la capsule extrême, évidemment. C'est la dernière, la capsule extrême, qui passe entre, je répète, le claustrum qui est en dedans. Voici le claustrum. Ça, c'est le claustrum. C'est un noyau gris, le claustrum. C'est un noyau gris. On va bien le voir tout à l'heure.
et l'insula qui est complètement en dehors. Et ça, c'est le cortex, c'est le lobe de l'insula. Hein. Donc c'est des circonvolutions insulaires que vous voyez là. Eh bien, entre toutes ces deux régions, une petite lame de substance blanche, la capsule extrême. Et c'est comme ça que les échanges se font entre le cortex qui est au-dessus et, par exemple, le tronc cérébral qui est en dessous, par exemple. Voilà. Alors, voilà. Donc ici, essayons de repérer le claustrum. Regardez, le claustrum, c'est cette bande. Je vais regarder si vous le voyez bien en projection. On le voit léger. Il est assez léger, mais je pense que vous le voyez. Hein. C'est cette petite bande grise qui est en dehors du putamen. Alors évidemment, l'insula est très facile à voir, parce que l'insula, c'est voilà, c'est trop court. Attendez. Là. L'insula, c'est le cortex qui est ici, bien sûr. Voilà. Tout ça, c'est le cortex insulaire, au fond du sillon latéral, comme je l'avais bien défini déjà en étudiant le cortex. D'accord ? En IRM, on voit très bien ces structures. Là, on a en plus un très beau signal. Regardez. L'insula. Tout ça, c'est de l'insula, il n'y a pas de problème. D'accord ? Pas logique, hein, c'est l'IRM, vous la mettez en couleur, on voit une coupe anatomique. Hein, c'est quand même très simple. Ensuite, vous voyez ici un petit mur gris qui monte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça, c'est, même sans mes lunettes, moi j'arrive à le voir, donc c'est pas mal. Donc, ici, c'est le claustrum que vous voyez. De l'autre côté aussi, hein, on le devine très bien. Voilà. Et enfin, vous voyez ce noyau triangulaire. Alors, côté signal, c'est pas génial. On verra mieux tout à l'heure, je pense. Là, il y a surtout du putamen, mais il y a pas beaucoup de pallidum, de globus pallidus. Hein, donc on le verra après. Voilà. Et bien voilà. Donc expliquer cette coupe qui est assez importante. Ok ? Alors, vous voyez aussi une chose très intéressante, c'est que ici on a du pôle temporal, c'est la fin du pôle temporal. C'est-à-dire que là, on dirait qu'il n'est pas relié au cerveau, presque pas. Il y a un tout petit peu, mais on accroche. Ici, il y a vraiment une communication du lobe temporal avec le reste, c'est ce qu'on appelle l'isthme temporal, hein, le temporal stem, la tige temporale, si on voulait vraiment traduire. Hein. Donc le temporal stem, c'est l'isthme temporal, et donc c'est la réunion ici de ce lobe temporal avec le reste du cerveau. Et alors, c'est à partir de ce moment qu'on va avoir toute l'anatomie complète du lobe temporal, avec T1, T2, T3, alors attention, T5, T4, donc ça c'est T3. Vous voyez, là il est un peu subdivisé là, hein, mais vous voyez les racines blanches qui sont là, 1, 2, 3, 4, T4, donc on va marquer T4, et ici, c'est la petite dernière, voilà, c'est T5 qui commence à apparaître. Or, dans T5, le premier noyau qu'on va voir, on avait vu nous déjà la séquence, dans la 5e temporale, il y a d'abord l'amygdale et après l'hippocampe. Parce qu'on a vu que l'amygdale était au-dessus et en avant de l'hippocampe. D'accord ? Donc le premier noyau qu'on coupe, c'est l'amygdale. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas encore très bien. Ça va apparaître. Sur cette coupe IRM, on la voit, parce qu'elle est plus postérieure. Cette grosse masse grise qu'on voit là, c'est bien l'amygdale. Amygdale, qu'on voit, grosse masse grise. C'est la première chose, première structure grise qu'on voit dans le lobe temporal à partir de l'avant. Bien. Je peux donc poursuivre. Et là, c'est un plan extrêmement important. Vous voyez le plan général. On voit par où il passe. Il passe par cette structure que je vous ai déjà décrite, qui est là, voilà, qui est la commissure antérieure, CA. Donc, quand je coupe ici la commissure antérieure, et je descends maintenant plus bas comme ça, qu'est-ce que j'ai coupé ? 1. Le corps calleux. Le voici. Corps calleux. Je continue de descendre. Je m'aperçois que je suis en train de couper le septum pellucidum. Donc le septum pellucidum, le voici. Ensuite, je continue de descendre. Et je m'aperçois que cette fois-ci, je tombe dans, ici,
la région du troisième ventricule. Donc le trou qui est ici, c'est le troisième ventricule. Voilà, je vais faire une flèche pour mieux voir. Voilà, c'est le troisième ventricule, en plein milieu. Troisième ventricule qu'on a bien sûr à ce niveau-là. On suit toujours cette descente. Oula, on arrête les dégâts. Marche arrière, voilà. Donc, puisque la coupe passe par la commissure antérieure, comme on l'a montré ici, en coupe coronale, je vais voir cette masse ici très intéressante, flèche verte, voilà, qui est coupée, c'est voilà, etc. Là, elle est un peu en pointillé parce qu'on n'est pas pile poil dessus, hein. Mais sur l'IRM, on est beaucoup plus sur la commissure antérieure, et donc on la voit tout le long. À quoi sert une commissure antérieure? À réunir les deux lobes temporaux, et notamment les deux amygdales. Donc très intéressante. Ici, donc, vous l'avez, c'est le plan de la commissure antérieure, un plan coronal qui passe par la commissure antérieure. Sur le dessin axial que vous voyez là, à droite, axial, l'avant, comme tout à l'heure, l'avant est là, en haut, l'arrière est en bas du dessin. Là, vous avez une très belle vue des noyaux gris centraux. Parce que vous voyez le thalamus. Voilà. Vous voyez donc le thalamus, T, thalamus. Vous voyez un peu de noyau codé, c'est la tête du noyau codé ici, qui est en avant du thalamus, elle déborde. Hein, et en arrière du thalamus, il y aurait la queue du noyau codé qui commence, enfin, ou le corps du noyau codé qui descend, quoi. Mais surtout, vous voyez ce noyau lenticulaire ici. Et vous voyez les deux composantes du noyau lenticulaire. Une composante externe beaucoup plus foncée, qui est la même couleur que le noyau codé. Ça, c'est le putamen. Putamen. D'accord? C'est externe. Et il a la même caractéristique que le noyau codé, puisqu'ils ont même origine embryologique. C'est le néostriatum. En dehors, vous voyez une zone plus pâle, le globe pâle, globus pallidus. Pourquoi il est pâle? Parce que les axones qui partent du putamen sont très nombreux et traversent cette région. Et donc ces axones myélinisés, blancs, hein, pâlissent en quelque sorte le noyau globus pallidus. D'où son nom. Voilà. Ça, c'est vraiment une très belle vue. Et cette très belle vue, elle va vous permettre de montrer la capsule interne. Et regardez la capsule interne. Ici, elle a un bras antérieur. Et là, un bras postérieur. Tout ça, c'est le bras postérieur. Voilà. Tout ça, c'est le bras antérieur. Et tout d'un coup, au sommet du noyau lenticulaire, il y a une région qu'on va appeler le genou de la capsule interne. C'est au sommet de la pyramide, le genou de la capsule interne. Eh bien, vous verrez tout le temps, quand on parle de la motricité, on montre bien que la voie pyramidale traverse, descend dans le bras postérieur de la capsule interne. Bras postérieur, voie pyramidale. Et le genou, lui, est traversé par les voies pyramidales qui commandent les motoneurones, enfin les nerfs crâniens, ce qu'on appelle la voie cortico-nucléaire. J'en parlerai la semaine prochaine. Bien. Que dire d'autre? Alors là je vais vite, on a déjà fait. Hein. Alors très très rapidement. Durmer, faux du cerveau, corps calleux, noyau codé, septum pellucidum, ventricule. Hein, toujours pareil, hein, c'est vraiment, c'est pas. G, globus pallidus. P, putamen, exactement. C, le claustrum. Là, on le voit très bien. Hein. Évidemment, vous pourrez sur vos dessins mettre les capsules internes, externes, extrêmes, comme tout à l'heure. Mais ici, c'est difficile, c'est plus petit. C'est pour ça que j'ai fait un agrandissement tout à l'heure. Et puis, attention, je vous avais donné un repère essentiel par rapport aux grandes régions du troisième ventricule. J'avais dit que le foramen interventriculaire, qui est ici, il est compris entre le thalamus en arrière, le thalamus,
et le fornix en avant. Là, c'est la colonne du fornix. D'accord? Bon. Or, vous êtes en train de passer en avant du fornix. On le rase, simplement. Il est impossible d'avoir du thalamus parce que vous êtes en avant de ce foramen interventriculaire. Vous êtes sur la commissure antérieure. Donc, en avant du foramen. D'accord? C'est impossible d'avoir du thalamus. Donc, le gris que vous voyez ici, la substance grise que vous voyez là, de chaque côté du troisième ventricule, c'est très souvent, vous faites la faute, vous dites, bon, il y a le V3, qu'est-ce qu'il y a de chaque côté du V3? Le thalamus. Bon, ben c'est impossible. Là, c'est l'hypothalamus, évidemment, parce qu'on est en avant du plan du foramen interventriculaire. Donc ici, c'est ce qu'on voit là, très bien, c'est l'hypothalamus. Vous voyez comment on peut être précis, rigoureux, hein, c'est pas très compliqué, mais il faut avoir quelques repères, hypothalamus, donc de chaque côté, évidemment. En IRM, on voit très bien cette petite masse grise de chaque côté du troisième ventricule. De toute façon, le thalamus, il n'est jamais comme ça. Le thalamus, c'est une boule, c'est un gros noyau arrondi. C'est pas une espèce de petite bande là qui est, je vous l'avais dit, 30 grammes de cerveau, l'hypothalamus. Donc c'est pas gros. Hein, le thalamus est énorme à côté. Voilà. Alors, on continue cette analyse et on descend tout doucement. Tiens, avant de descendre, je vous rappelle quand même qu'il y a un sillon ici. Ça, c'est le sillon latéral. Rappelez. Et c'était au fond du sillon latéral que on voit très bien l'insula, le lobe de l'insula. Alors, si je descends, comme d'habitude, je vais effacer tout là, voilà. Si je descends, qu'est-ce qu'on voit? Lobe temporal, T1, T2, T3, T4 et T5. Ah, dans T5, qu'est-ce qu'il y a? Dans T5, je vois apparaître une grosse masse grise et ronde qui forme ici le complexe amygdaloïde, l'amygdale. Voilà. On voit pas encore l'hippocampe. La première chose qu'on coupe, c'est l'amygdale, complexe amygdaloïde. Là, on n'est pas bien parallèle, donc on le voit, mais plus en avant, il n'est pas encore bien développé. Hein, l'amygdale n'est pas encore bien développée. Voilà. Enfin, je voudrais quand même vous signaler que lorsque on recule en arrière du chiasma, on a les deux bandelettes optiques ou tractus optique, hein, c'est la même chose. Hein, en arrière du chiasma, ça se redivise en deux bandelettes optiques, tractus optique, BO. Donc en l'IRM, quand vous regardez, on voit deux masses blanches. Ça, c'est les voies optiques qui se poursuivent en arrière du chiasma pour aller rejoindre le relais thalamique, car le thalamus est le grand relais des voies sensorielles. La vision, l'audition, les sensibilités, toutes vont relayer dans le thalamus. Donc là, c'est leur objectif. Eh bien voilà pour cette coupe intéressante. On va poursuivre et on arrive ici sur une coupe plus postérieure. Le plan général, vous voyez, on a reculé un petit peu, cette fois-ci, un peu en arrière du foramen interventriculaire, hein, un petit peu en arrière. Alors, je vais vous dire pourquoi un petit peu, parce que ma coupe, elle est de travers, et quand je la regarde, d'un côté, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a une petite masse, une belle masse arrondie qui commence à être nette, c'est le thalamus, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on est juste pile poil, hein. D'un côté, on est un peu en arrière, il y a du thalamus, et de l'autre côté, on est un peu en avant, elle est en biais, la coupe. Elle est en biais. Si je suis en avant du thalamus, ça veut dire que la cavité qui est là, petite flèche, au bout de ma flèche, le passage entre VL et V3, c'est réellement le foramen interventriculaire. Parce que je n'ai pas de thalamus et je suis juste en avant du thalamus. Donc là, c'est le foramen interventriculaire. D'accord? Quant au reste, moi je crois que là, on va résumer. Je ne vais pas tout vous répéter, hein, la faute du cerveau, le corps calleux, le septum, le fornix, le noyau codé, etc., etc. C'est toujours pareil. Par contre, regardons la différence. La différence, c'est un noyau lenticulaire qui est quand même très beau aussi. Parce qu'on est au niveau du foramen interventriculaire. Hein, donc c'est pour ça, c'est là où il est le plus développé. Vous voyez les deux parties, le putamen qui est très foncé et le globus pallidus. Bon, ça, vous connaissez quand même.
Ce qui est très intéressant, c'est de regarder dans le lobe temporal. Dans le lobe temporal, vous voyez deux structures dans la cinquième temporale. Premièrement, une structure arrondie et supérieure. Vous vous doutez que c'est ce qui reste de tout à l'heure, de la coupe précédente, c'est-à-dire le complexe amygdaloïde, l'amygdale, hein, mais qui est en train de se réduire un peu. Tout à l'heure, ça faisait un gros noyau bien arrondi. Là, elle est en train de se réduire. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de passer au-dessus d'une autre structure qui apparaît, une nouvelle structure. Et celle-là, c'est l'hippocampe. Et là, voilà, regardez, ça, c'est la coupe de la tête de l'hippocampe qui commence à apparaître. La tête de l'hippocampe, qui commence à apparaître en dessous de l'amygdale dans ce plan coronal. Vous vous rappelez que quand on en avait parlé, d'ailleurs on le voit très bien sur la coupe qui est sur le dessin qu'Hélène Fournier nous a fait ici, regardez, on a conceptualisé l'hippocampe en lilas, couleur violet et lilas ici. Et vous voyez l'hippocampe qui se recourbe un petit peu dans l'incus ici en crochet, c'est l'incus de l'hippocampe, d'accord? Et en vert, c'est l'amygdale, le complexe amygdaloïde en vert. Donc A, amygdale, et H, hippocampe. Voilà. Donc, il est clair que quand je fais une coupe coronale un peu oblique, comme j'ai fait ici, j'ai au-dessus, je vais couper l'amygdale, et en dessous, je coupe l'hippocampe. C'est normal, c'est évident, on le voit sur ce dessin. Au-dessus l'amygdale, et en dessous l'hippocampe. C'est exactement ce qu'on voit ici, la coupe de l'amygdale au-dessus, et la coupe de l'hippocampe en dessous. Ça sera la tête de l'hippocampe. Je vais poursuivre donc cette avancée. Ici, qu'est-ce qui se passe de nouveau? On a suffisamment reculé pour passer sur le tronc cérébral. Et donc, je commence à couper ce qui est le plus ventru dans le tronc cérébral en avant. C'est le pont qui protubère, la protubérance annulaire, le pont. Donc, ici, c'est le pont qu'on voit. Et d'ailleurs, du pont, il y a un nerf qui sort. Le seul nerf qui sort, c'est le trijumeau. Donc là, on va commencer à le voir, le trijumeau. Le trijumeau, donc je vais faire une petite flèche comme ça, et attention, ça c'est le trijumeau, le 5, qui commence à émerger. Donc le tronc cérébral, il y a le pont, je suis d'accord, mais au-dessus du pont, il y a une autre région, et qui est le mésencéphale. Toute cette région, c'est le mésencéphale, et vous remarquez qu'à l'intérieur de ce mésencéphale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un beau noyau bien pigmenté, et vous vous rappelez qu'il s'agit tout simplement du locus niger, ce noyau du mésencéphale, qui séparait le pied, la partie antérieure du mésencéphale, et le tegmentum plus en arrière, entre le pied et le tegmentum. Et je vous avais dit, en vous montrant ce dessin de la coupe du mésencéphale, coupe axiale, avec l'arrière ici et l'avant ici, je vous avais dit que cette région, le locus niger, qui sépare le pied et le tegmentum, lorsqu'elle dégénérait, entraînait la maladie de Parkinson. Et c'est elle qui contient des neurones dopaminergiques. Bien. Et alors on le voit très bien, locus niger, dans ce plan de coupe. Malheureusement, en IRM, c'est quand même assez difficile. Le signal n'est pas assez bon. Et donc, on le devine ou carrément, parfois, on ne le voit pas. Alors, pour le reste, classique. Donc là aussi, je vous répète à nouveau, mais très vite. La durmère, la faux, le sinus sagittal supérieur, le corps calleux, le ventricule. Ah, regardez ça, qu'est-ce que c'est ce petit noyau-là? C'est le noyau caudé qui longe le ventricule, mais il est plus petit. On a quitté la tête. C'est le corps du noyau caudé. D'accord? Alors que cet énorme noyau, vous le connaissez bien, mais il est devenu énorme. C'est le thalamus. Plus on recule, plus il est volumineux. Donc, le thalamus, plus volumineux en arrière. Vous avez peut-être remarqué que le septum pellucidum a disparu. Effectivement, en arrière, le fornix, qu'on voit très bien là, ah bah, il y a ma flèche dessus, excusez-moi, le fornix va s'accoler au corps calleux,
comme on le voit ici, hein, il n'y a presque plus ou pas du tout de septum pellucidum. On a le corps calleux au-dessus, le fornix en dessous, le troisième ventricule au milieu, et les deux thalamis, si vous voulez, à droite et à gauche. Bon. L'hippocampe, qu'est-ce qu'il devient? Alors, ne regardez pas ici, la coupe a été abîmée, c'est très difficile, parce que c'est des coupes en congélation, hein, et si jamais on attend trop, on va en faire un peu plus, bah, on finit par tout abîmer, c'est ce qui est arrivé, et elle a dû se réchauffer trop vite. Donc, c'est de ce côté, bah, vous voyez un très bel hippocampe, comme vous en avez l'habitude, puisque dans la cinquième temporale, il y a l'étage du bas, ici, c'est le gyrus para-hippocampique, donc cet étage-là, c'est le gyrus para-hippocampique. Et vous vous rappelez que le cortex, ensuite, au-dessus, s'enroule comme un petit gâteau roulé, et c'est l'hippocampe proprement dit. Hippocampe proprement dit. Donc je refais une petite flèche pour montrer l'hippocampe, H, donc au-dessus. Hein, les deux étages de la cinquième temporale, le gyrus para-hippocampique en dessous de la fissure hippocampique, et au-dessus de cette fissure hippocampique, l'hippocampe. GPH et H, hein, les deux étages. Vous vous rappelez leur rôle important dans les épilepsies de la face interne du lobe temporal et le rôle dans la maladie d'Alzheimer avec une atrophie de ces régions, et d'où la grande perte de mémoire, l'amnésie caractéristique de ces affections, enfin, surtout de la maladie, surtout d'Alzheimer. Donc, on va continuer le travail, et voilà, une coupe encore plus postérieure. À force de reculer, vous voyez, on a fait des coupes successives. On a fait des coupes qui étaient en avant, des coupes plus moyennes, un peu plus postérieures, on voyait un beau thalamus. Et là, on recule, on finit par perdre le globus pallidus. Et il nous reste que le putamen. C'est tout. On est passé en arrière du globus pallidus. Donc ça, c'est le putamen. Tout le reste, vous connaissez. Le pont. Je vous montre les pyramides bulbaires. Pyramides bulbaires. Et vous vous rappelez, de chaque côté des pyramides bulbaires, il y avait deux noyaux qui avaient une forme d'olive. C'est ici la coupe des olives inférieures, je vous avais dit, qui fournissent des fibres qui se projettent sur le cervelet, hein, qui contrôlent le cervelet. C'est l'olive inférieure. Vous reconnaissez le locus niger, bien sûr, LN, mais un nouveau noyau est apparu. Il est rond dans le mésencéphale, dans le tegmentum mésencéphalique. Effectivement, quand vous regardez la coupe axiale, arrière, avant, et on est en train de faire une coupe coronale, comme ça, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ensemble la séquence. Alors, la coupe commence par couper ce qui est ici, c'est-à-dire le pied du mésencéphale, c'est blanc, c'est les grandes voies de la motricité. Regardez, c'est ça. J'ai coupé la partie blanche, hein, là c'est en axial, et là c'est en coronal. Ensuite, plus en dedans, je vais couper ici du locus niger. Effectivement, là, je suis en train de couper du locus niger. Et puis, encore plus en dedans, je suis en train de couper un nouveau noyau. C'est le noyau rouge. NR. C'est ce noyau-là qui est là. Le noyau rouge. Effectivement, là, j'ai le noyau rouge, qu'on voit très bien. Et voilà. Voilà comment, de dehors en dedans, on est en train de voir dans cette coupe des structures qui, habituellement, on a tendance à les présenter d'avant en arrière, en fait, d'habitude. Hein, en avant le pied, puis en arrière le locus niger, et en arrière le tegmentum avec le noyau rouge. Mais comme le plan est un peu en biais, hein, c'est oblique, bah du coup on les a de dehors en dedans. Hein, mais c'est voilà, c'est logique. Ça va? C'est clair? Donc ici je continue. Le reste est classique. Le reste est classique avec l'hippocampe, tout à fait banal, classique. Vous remarquerez que dans l'hippocampe, vous avez une petite lame blanche, ici, là. Cette petite lame blanche correspond exactement là, à cette structure blanche, qui longe l'hippocampe,
Là, c'est le gyrus para-hippocampique. Et c'est la fimbria. C'est ce faisceau de substance blanche qui longe la face interne de l'hippocampe. Et les deux fimbria remontaient, vous vous rappelez, pour se réunir, pour former le corps du fornix, et qui redonnaient les deux colonnes du fornix. D'accord? Là, ce sont les fimbria. Et on les voit très bien en anatomie, on peut les voir en IRM. En IRM, c'est l'hypersignal que vous voyez là au bout de ma flèche, blanc. D'accord? On le voit très bien ici. C'est la fimbria. Ça, c'est donc un constituant du fornix, hein, la fimbria. Comme la colonne du fornix, comme le corps du fornix. Ce sont les mêmes axones, il n'y a pas de relais. Hein. C'est le même axone qui fait la fimbria, le corps, la colonne. C'est l'axone qui va de l'hippocampe au corps mammillaire. L'axone qui fait le relais entre les deux. D'accord? Voilà. Voilà, intéressant. Ça va, vous suivez bien? C'est pour ça que c'est fondamental d'avoir le poly et les images, de manière à vraiment bien annoter tout ça. Enfin, ici, je recule encore plus, et vous voyez que cette fois-ci, je me suis aligné dans le tegmentum du tronc cérébral. Donc j'ai aligné tout le tegmentum du bulbe, enfin moelle allongée, du pont, du mésencéphale. Je vais traverser le troisième ventricule, traverser le corps calleux, et puis voilà les hémisphères là-haut. Alors voilà. Je laisse tomber la faux, le corps calleux, les ventricules que vous connaissez par cœur, hein, et regardons ce qui est plus intéressant. Premièrement, le fornix qui vraiment se sépare en deux lames, en arrière. Ben, c'est normal, parce que ce corps du fornix, l'idée c'est qu'il se sépare pour former les deux fimbria plus tard, en bas. Hein. Donc c'est le fornix qui se sépare pour former plus tard les fimbria. Donc là, c'est pas les fimbria, évidemment. Ça s'appelle pas encore fimbria. Ce plan est intéressant parce que, ici, il passe exactement par cette structure blanche qui est dans le mésencéphale, c'est la commissure postérieure. Commissure postérieure. Donc je marque CP, commissure postérieure. Voilà. Vous voyez, on est vraiment au niveau du mésencéphale ici. Hein, le thalamus de chaque côté, bien sûr. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus de noyau lenticulaire. On est passé carrément en arrière. Hein, carrément en arrière. D'ailleurs, je trouve que mon plan de coupe n'est pas idéal, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai mis ma flèche ici. J'ai dû faire un copier-coller, mais on n'est pas là du tout. On est là. On est quelque part par là, où je coupe du thalamus et je coupe vraiment la partie juste en avant de la glande pinéale. C'est ça le plan, hein, c'est pas la première flèche. Bon, il faudra que je corrige. Quant au reste, c'est banal. Sauf que dans T1, regardez cette espèce de circonvolution qui est à la face supérieure de T1. Parce que T1 a du volume de dedans, dehors, de gauche à droite. T1 a du volume. Hein, vous voyez cette extension de T1, parce que le sillon latéral est très profond. Eh bien, on va dérouler les coupes d'arrière en avant et d'avant en arrière. Et vous allez suivre cette petite boule qui n'est, bien sûr, que la coupe d'un gyrus posé à la surface de T1. Vous avez tous compris probablement que c'était le gyrus de Heschel, qui, ici, est à la face supérieure de T1. Regardons-le. Regardons-le. Je vais repasser en avant. Alors, voilà, on va le voir ici. Regardez, là, gyrus de Heschel, en avant. Ah, là, bon, mes coupes, j'en ai enlevé beaucoup, hein, des coupes intermédiaires, parce que en une heure, on peut pas... hein. Donc, là, on est trop en avant. Donc, je recule. Voici. Il est quand même en position intermédiaire. Si j'avais eu une coupe un peu plus antérieure, je l'aurais vu ici. Là, maintenant, il est là. Et après, on va le voir ici. D'accord? Donc c'est ce qui se passe, regardez. Hop, ça y est, il est passé complètement en dedans. Gyrus de Heschel. D'accord? Voilà. Continuons de reculer. En reculant, je tombe sur le cervelet, alors de plus en plus, avec le pédoncule cérébelleux supérieur qui monte vers le mésencéphale, en blanc. PCS. Le quatrième ventricule en noir au milieu, c'est le
le fond du quatrième ventricule, le récessus postérieur. Merci. Ensuite, les deux thalamus, voilà. Bon, pour vous faire plaisir. Voilà. Donc les deux thalamus ici, avec, regardez le fornix ici, le fornix qui se sépare très nettement, parce qu'on recule de plus en plus. Donc le fornix forme les deux lames qui descendent pour former les fimbria. Donc c'est toujours le fornix, mais bien séparé. Le corps calleux, lui, qui est bien visible, bien sûr. Voilà. Et là, c'est le mésencéphale. Cette forme est très caractéristique, puisque vous voyez comme vous voyez comme un trèfle un peu. Ben, c'est normal. C'est la coupe coronale des 4 colliculus, colliculus supérieur et inférieur. C'est la coupe des colliculi, colliculus sup, colliculus inf, qu'on voit très bien. Le reste est banal, T1 à T5, l'hippocampe, etc. Donc je vais passer, on n'a pas trop le temps. Je rappelle que tout le long de ces coupes, on a toujours vu ce gyrus, ce sillon, qui est le sillon singulaire. Et donc, en dessous, le cortex qui est là, au-dessus du corps calleux, c'est le gyrus singulaire. Là, c'est le gyrus singulaire. C, singulaire. D'accord? C'est au-dessus du corps calleux. Le gyrus qui est au-dessus du corps calleux. On peut continuer de reculer. Et vous voyez, quand on recule sur ces coupes, qu'est-ce qu'on voit? Je finis par sectionner, cette fois-ci, le splénium du corps calleux. Le voici énorme. Énorme, absolument. Le splénium du corps calleux, qui continue d'associer hémisphère droit, hémisphère gauche pour les transferts interhémisphériques, comme on l'avait vu. Par contre, quand on regarde le fornix, on s'aperçoit que les deux lames blanches sont en train de descendre, et donc là, la coupe est tangentielle à la partie descendante. Bon, je voulais pas vous embêter avec trop de noms, mais ça s'appelle en fait le crus fornicis. Bon, c'est pas grave, laissez tomber. Mais c'est cette partie qui est en train de descendre, ici. On est tangentiel, et voilà ce que ça donne. Je vais vous le mettre en couleur. Voilà. Jaune n'est peut-être pas idéal. Voilà, on voit toute cette partie qui descend. Voilà, c'est le crus fornicis, c'est le fornix qui est en train de descendre vers l'hippocampe pour former la fimbria, tout simplement. Ok. Que voir d'autre d'intéressant? Dans le cervelet, on voit le quatrième ventricule et surtout les noyaux cérébelleux. Il y a des noyaux à l'intérieur du cervelet. Là, on les voit bien de chaque côté. Les noyaux cérébelleux. Ok? Voilà l'essentiel. Bon, le reste est classique, donc je passe. Et ici, sur cette coupe très postérieure, eh bien, je suis en train de passer, cette fois-ci, dans la partie tangentielle, ici, qu'on appelle le carrefour. D'accord? C'est la partie descendante du carrefour. Voilà. Comme c'est bien indiqué à ce niveau. C'est la région où le corps ventriculaire, la corne occipitale et la corne temporale se rejoignent. C'est le carrefour ou atrium. Vous verrez éventuellement le terme atrium, c'est le carrefour ventriculaire. Je pense que d'ailleurs en nomenclature internationale, on doit dire plutôt atrium. Eh bien, en IRM, vous voyez, c'est assez simple. Le carrefour ventriculaire et le splénium, c'est le corps calleux, entre les deux, tout simplement. Voilà, on recule, et là, on va décrire beaucoup plus rapidement les choses. Il y a juste un petit point intéressant, c'est que quand je recule dans ma coupe, vous voyez, il y a ici le sillon pariéto-occipital, en haut. Et en bas, il y a la scissure calcarine. Alors, pariéto-occipitale et calcarine. Eh bien, au fur et à mesure que je vais reculer, je vais les couper tous les deux. Regardez, pariéto-occipitale et calcarine. Je les coupe.
mais ils vont s'écarter l'un de l'autre en reculant. Et entre les deux, j'aurai quoi comme cortex? Le cortex qui est juste entre les deux, c'est O6, c'est-à-dire, en fait, le cuneus, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Je vous fais une petite flèche. Ici, vous avez la calcarine. Au-dessus, vous avez le pariéto-occipital. Et entre les deux, pour l'instant plutôt petit, eh bien, c'est O6, qui ici est réduit, parce que on est là, on est très en avant. Hein. Mais si je vais couper en arrière, il serait très étendu, en hauteur. D'accord? Oui, on va faire la pause, vous inquiétez pas. Là, je pense que j'ai quasiment fini. Ça, c'est juste la synthèse pour terminer. Synthèse pour le lobe temporal. Qu'est-ce qu'on voit en imagerie dans la 5e circonvolution temporale? À partir du moment où vous avez en coupe sagittale, un hippocampe qui va vers l'avant, et en avant, voilà, ça c'est votre hippocampe. Hein, H, hippocampe, avec l'incus de l'hippocampe qui est le crochet qui, quand on est en avant, là on est en arrière, ici, eh bien, va se recourber comme ça, vers l'arrière, c'est l'incus de l'hippocampe. Si je place l'amygdale dessus, eh bien, l'amygdale va se situer à peu près à ce niveau-là. Et il y a une superposition entre l'amygdale et l'hippocampe. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe. Tout à fait en avant, en IRM, je ne vois pas grand-chose. Je vois que le pôle temporal avec T1 et T2. Et tout ça, c'est T1. Hein. Je recule. Et là, tout d'un coup, ça y est, regardez, c'est le zoom de cette IRM. Je vois ici, dans le lobe temporal, je vois T1, T2, T3, T4, T5. Et là, uniquement une grosse masse grise. Dans l'incus de l'hippocampe, je vois une grosse masse grise. C'est l'amygdale. Donc l'amygdale, on la voit toute seule. Amygdale. Donc c'est ce que j'ai mis là, la flèche, où au départ, il n'y a rien. Puis après, il y a l'amygdale qui apparaît. Voilà, amygdale. Et puis après, bah oui, parce que j'ai coupé ici. J'ai coupé là, j'ai que l'amygdale. Mais maintenant que je suis en train de couper ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'amygdale au-dessus et l'hippocampe en dessous. Et c'est la tête de l'hippocampe qui est volumineuse. Alors regardez, c'est ici, où j'ai dans T5, je vais voir très précisément la tête de l'hippocampe avec ses digitations. Voilà, c'est ça. Et au-dessus, je vais le faire en vert. Au-dessus, je vais avoir mon amygdale, le reste de l'amygdale. C'est cette partie-là qu'on voit de l'amygdale. Et en dessous, bien sûr, c'est la coupe de l'hippocampe. C'est ce qu'on voit ici. Amygdale, au-dessus, hippocampe. Et voilà, dans l'IRM, de manière plus globale. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Dès que vous avez une IRM en coupe coronale, tac, vous voyez cette séquence. Vous reculez, l'amygdale a disparu. À ce moment-là, vous coupez que l'hippocampe. C'est ce qu'on voit ici. Bah, c'est l'hippocampe banal, je vous l'ai montré en histologie, là. Espèce de, vous voyez, hein, c'est bon, classique. Donc je passe. Et puis, quand vous êtes en arrière, bah, c'est pareil, sauf que c'est la queue de l'hippocampe. Donc, mais c'est la même forme générale, si vous voulez, pour rester simple. Voilà. Toute cette séquence, pôle temporal, amygdale seul, amygdale plus hippocampe qui démarre, puis hippocampe qui se poursuit et c'est fini. D'accord? Donc là, on va faire une petite pause et on fera des coupes axiales et sagittales après.